Salam alaikum, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission. Bonsoir Bruxelles, en période de coronavirus. On est à Bruxelles ce soir, on reçoit le bourgmestre de la ville de Bruxelles, M. Philippe Close. M. Close, bonsoir. Bonsoir, M. Tijini. Alors, comment déjà vous vivez cette période de corona avant de parler un peu de comment la communauté musulmane peut vivre son rite annuel du Ramadan dans ces circonstances exceptionnelles de confinement? Alors, Philippe Close et le corona. Écoutez, c'est un moment difficile. D'abord, je veux féliciter les gens parce que on entend beaucoup parler des procès-verbaux, de ce qui ne va pas. Les gens ont quand même respecté très largement le confinement. Et ce qu'on leur demande, c'est difficile. Rester à l'intérieur, garder les enfants, sortir le moins possible, ce n'est pas évident. Et l'immense majorité de nos habitants, et vous savez que nos habitants, ils sont multiples, on a plus de 184 nationalités à Bruxelles, ont respecté les règles qui ont permis que nos hôpitaux ne soient pas embouteillés. Vous savez que la ville de Bruxelles gère deux grands hôpitaux particulièrement touchés, qui sont l'hôpital Bruckmann et l'hôpital Saint-Pierre. Ces hôpitaux, on n'a jamais été dépassés, on a pu soigner tout le monde. Aujourd'hui, on le voit, le focus est surtout sur les maisons de repos. On doit faire attention à nos aînés, à nos seniors. Et donc, le message que je veux passer, c'est je sais que c'est dur. Vous vivez tous quelque chose d'extrêmement difficile. Dans vos chairs, vous ne pouvez pas voir vos parents, vos enfants ne peuvent pas sortir comme d'habitude, mais tenez bon. On est tout doucement en train de gagner le combat. Mais il ne faut pas relâcher l'effort. Ça, c'est vraiment le message le plus important que je veux donner. Si on ne veut pas qu'il y ait plus de morts, il faut garder les règles strictes qui sont pour l'instant. Comment l'administration communale travaille-t-elle pour gérer cette crise, sachant qu'il y a un encouragement et parfois même une obligation de travailler à domicile? Voilà, donc la grande partie des employés qui peuvent télétravailler, donc qui travaillent de chez eux avec des ordinateurs portables, on a fourni tout cela. Il y a près de 1000 personnes qui travaillent uniquement chez eux. Certains sont en disponibilité, d'autres sont sur le terrain. Je pense aux balayeurs, je pense aux gardiens de la paix, je pense aux policiers, je pense aux pompiers qui font un boulot extraordinaire, qui sont là. On peut toujours avoir accès à l'administration sur rendez-vous. Et donc, ce qu'on a voulu montrer, c'est que le service public il continue à fonctionner. C'est important de montrer que le service public, il est là. Et donc, oui, la ville de Bruxelles continue à fonctionner. Certes, pas comme d'habitude, mais on essaie de rendre ce service aux citoyens. Alors, Philippe Close, vous savez très bien qu'il y a une assez importante communauté musulmane sur la ville de Bruxelles. On va bientôt commencer à jeûner le mois du Ramadan. Ce sera peut-être probablement demain jeudi ou vendredi. Vous savez très bien qu'il y a on va dire, c'est pas un rite spécial, mais des événements spéciaux, certaines traditions que la communauté musulmane respecte pendant ce mois, notamment la prière collective. Maintenant, on sait très bien que les mosquées sont fermées. Donc, il y a certaines habitudes. Comment vous voyez, vous, le bourgmestre de la ville de Bruxelles, concilier ces habitudes, ce rite, avec les exigences du confinement et des moyens, des mesures de précaution de ce virus? Alors d'abord, permettez-moi quand même de leur dire à tous Ramadan Mabrouk. Je crois que c'est important de le dire, c'est un mois pieux, un mois important pour une grande partie des habitants de ma commune, de ma ville de Bruxelles. Et chaque fois, j'ai l'occasion de partager ça avec eux, comme avec les autres confessions religieuses pour les différentes fêtes qui ont lieu. Voilà, chacun a ses convictions et c'est un moment important. Et donc d'abord, j'espère que chacun pourra vivre ce moment important, ce moment pieux qui est le leur dans cette période extrêmement importante, de façon très spirituelle avec soi-même. C'est déjà ça qui est d'ailleurs important. Je veux remercier les mosquées. Moi, j'ai un contact permanent avec les mosquées. D'abord, vous dire, ça n'a pas été fort médiatisé, les mosquées de la ville de Bruxelles se sont réunies pour récolter de l'argent pour l'hôpital Saint-Pierre. C'est plus de 33 000 € qui ont été récoltés pour aider l'hôpital Saint-Pierre à lutter contre le coronavirus. Troisième chose, dès le début, les mosquées et l'exécutif des musulmans nous ont aidés à faire comprendre que les lieux de culte ne pouvaient pas être ouverts et de passer des messages permanents à la population. Et qu'est-ce que je veux dire ? Vous allez vivre un mois de Ramadan comme sans doute aucun d'entre vous ne l'a jamais vécu. Il va être très bizarre. Mais si vous voulez qu'on continue à bien lutter contre le coronavirus, vous devez respecter certaines règles. La première règle, lorsque vous faites votre iftar, vous le faites avec votre cercle extrêmement restreint, c'est-à-dire les gens qui vivent sur le même toit que vous. C'est difficile pour chacun d'entre nous de ne pas voir ses parents, de ne pas voir ses grands-parents. Moi-même, je n'ai pas vu ma mère depuis plus de 3 semaines. Je l'ai au téléphone, heureusement, mais c'est très compliqué. Eh bien, si vous ne voulez pas être un danger pour eux, vous ne devez pas partager l'iftar avec eux. Et vous-même, vous avez assisté à plusieurs iftars. Tous les ans, je fais énormément de ruptures de jeûne. Et certains jeunes de la communauté musulmane.
Des jeunes, des moins jeunes. Je vais à la rencontre de la population pour toutes les fêtes qui rythment d'ailleurs l'année et toutes les commémorations, parce qu'ici on n'est pas, ou ces moments pieux, parce que le ramadan c'est pas une fête, c'est un moment pieux où les gens se retrouvent avec eux-mêmes, et chaque fois j'ai senti cette chaleur humaine, cette volonté de partage. C'est toujours ce que moi j'ai ressenti avec le ramadan. Et donc d'aller à ce moment-là, cette année je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que je ne veux pas mettre les gens en danger. Je suis un homme qui est en contact avec beaucoup de personnes du fait de mon boulot et je ne veux pas prendre le risque, avec beaucoup de gens qui ont voulu m'inviter, de leur communiquer éventuellement un microbe. Parce que, M. Bourgmestre, certains ils vont peut-être céder à la tentation de dire que du fait que, puisque les familles sont confinées, eh bien, finalement, c'est pas grave d'inviter une famille, puisque elle-même est confinée. Donc, pour eux, il n'y a pas de risque. C'est très dangereux. Vous ne savez pas combien de temps le virus tient sur une poignée de porte, combien il peut tenir sur une théière. Vous ne savez pas comment vous allez... Parce que vous avez croisé quelqu'un dans un ascenseur ou vous avez croisé quelqu'un en allant faire vos courses. Donc vous ne pouvez pas faire ça. Appelez-vous. Il y a des moyens modernes aujourd'hui que beaucoup de gens ont. Téléphonez-vous, souhaitez-vous les choses, mais restez dans le cercle vraiment primaire où vous habitez. Il n'y a pas que l'iftar ou bien la rupture du jeûne familial, il y a aussi cette habitude d'aller faire ses courses dans certains magasins, certains commerces qui sont d'ailleurs habilités à ouvrir pendant ce confinement. Donc, on a pris des mesures pour ça. Par exemple, dans les commerces qui sont connus à l'avenue Stalingrad ou le Monnier, on a donné des barrières nadar pour permettre la distanciation sociale. Surtout, faites vos courses tout au long de la journée. N'allez pas seulement à 17h. Souvent, le problème, c'est que tout le monde veut aller faire ses courses en même temps, ce qu'on peut comprendre quand certains travaillent. Faites des réserves un peu avant, achetez un peu plus tôt ou achetez pour plusieurs jours. C'est vrai, parce qu'il y a cette habitude d'aller faire ses courses au dernier moment. Et on comprend, on a envie du bon pain frais, on a envie du pain qui sort du four, on a envie des meilleurs fruits. On s'est arrangé. Hier, mon collègue en charge du commerce a fait le tour des différents commerçants pour expliquer un peu les règles. On a un peu étendu les étals de légumes pour que ça sorte un petit peu sur la voirie, pour qu'on ait cette distance sociale. Mais si le public, si les gens qui vont faire ce mois de Ramadan ne jouent pas le jeu avec nous, on ne va pas y arriver. Ça va être comme pour le confinement maintenant, c'est vraiment que chacun doit se responsabiliser en disant qu'il met en danger l'autre. J'ai rencontré des jeunes à Laken la semaine passée, je lui ai dit, mais vous savez, vous devenez des véritables armes mortelles pour vos parents et vos grands-parents, sans le savoir. C'est ça qui est terrible avec cette maladie. Comment expliquez-vous, Philippe? Je partage le même constat, parce que moi, je traverse quelques quartiers populaires, je vois franchement plusieurs jeunes qui sont rassemblés ensemble et qui sont dans la rue, etc. Donc on a l'impression qu'ils ne prennent pas assez de conscience du risque qu'ils endurent pour eux et pour leur famille. Est-ce qu'il y a un problème d'information, de sensibilisation? Non, je pense qu'il y a un problème, c'est qu'il faut... À un moment donné, les gens se lassent. Ça fait plus d'1 mois que nous sommes confinés, c'est difficile. Donc j'ai à la fois demandé aux services de police d'avoir de la compréhension par rapport à ça, et nos gardiens de la paix qui passent pour leur demander « séparez-vous ». Donc et de nouveau, je leur dis, c'est continu. Et parfois, ils ne sont pas un danger pour eux-mêmes, puisqu'on sait que les jeunes sont moins touchés, mais ils deviennent un danger pour leurs parents et leurs grands-parents. Il y a qui me disent, oui, mais quand je rentre, je me désinfecte les mains. Ça. Oui, mais ça, tu vas transmettre simplement en parlant à ta mère, en parlant à ton père, en parlant à ton grand-père, à ta grand-mère. Donc, je veux volontairement faire un peu peur aux gens et leur dire, c'est un mois pieux dans lequel vous allez évidemment vous retrouver avec vous-même et vos proches. Ça ne sera pas pareil que les autres années, mais si vous faites les choses bien, tout comme d'ailleurs les responsables religieux l'ont bien transmis, nous allons passer à travers cet épisode d'infection. Pour revenir au commerce communautaire et alimentaire, est-ce qu'il y a des contrôles qui sont prévus justement on pour essaye d'abord vérifier tout cela? Alors évidemment qu'on fait des contrôles, on essaye évidemment que les choses se passent de façon intelligente. Donc d'abord on a été les voir chaque commerçant et ils ont bien compris où était le problème. On ne rentre pas à 20 dans un magasin, on prend une distance sociale quand elle est possible. C'est ça qu'on va devoir organiser. C'est ça qu'on a prêté des nadars à ceux qui nous demandaient, ces barrières qui permettront cette distance sociale. Et donc tout ça est en train d'être mis en place, mais je pense qu'on va y arriver parce que les gens ont envie positivement d'en finir avec cette maladie. Est-ce qu'il y a une date prévue, par exemple, pour l'ouverture des mosquées, des lieux de culte de manière générale? Écoutez, honnêtement, c'est difficile à dire pour l'instant. Vous savez qu'on a un Conseil national de sécurité vendredi. Je pense que ce n'est pas tout de suite. J'espère qu'au mois de mai, on va commencer quelques phases de déconfinement. Mais ce qu'ont peur les médecins, c'est qu'on ait un effet rebond de la maladie. C'est-à-dire qu'on voit le chiffre qui descend pour l'instant. Tous les jours, vous entendez les chiffres de décès, mais ça descend. Le chiffre d'hospitalisation descend. Mais si on se sort tous d'un coup, on va leur faire repartir à la hausse. Et donc c'est ça qu'il faut éviter. Les scientifiques travaillent... Ce qu'il nous faut, c'est des tests maintenant. C'est qu'on teste largement. C'est qu'on est en train d'essayer de faire. On n'y arrive pas, malgré plusieurs promesses. Mais on arrive à avoir. Alors, on arrive à avoir des tests qu'on appelle le test pour savoir si vous l'avez. Ce qui est le plus important, et ça c'est au niveau mondial, c'est le test sérologique qui vous permet de dire vous avez suffisamment d'anticorps.
Ça, il est quasi agréé. On pourra en avoir quelques millions d'ici le mois prochain, c'est ce que j'espère. Pour le moment, on a fait par catégorie, c'est qu'on teste les maisons de repos. Ça, on devrait avoir fini d'ici 1 ou 2 semaines. Ça, ce serait vraiment un grand signal puisqu'on saura un peu où en sont l'état du personnel et des patients des maisons de repos. Et donc, voilà, avant de rouvrir des grands endroits, il faudra qu'on teste. Est-ce que la Belgique, pour vous, a mal réagi parce qu'elle était mal préparée ou bien est-ce qu'elle a fait les choses comme il devait le faire? Il faut beaucoup d'humilité par rapport à ça. On était tous mal préparés. Personne, allez, la crise des masques, personne n'imaginait une maladie pareille, une pandémie pareille. On verra au final où on en sera. Ce qu'on peut être sûr, et là je me permets de faire un message politique, c'est qu'on a raison d'investir comme on le fait depuis des années dans les soins de santé. Et on a tort, comme on vient de le faire depuis 5 ans, de couper dans les budgets des soins de santé. Moi je suis responsable de 4 hôpitaux. L'hôpital Bordet, l'hôpital Saint-Pierre, l'hôpital Bruckmann et l'hôpital des enfants. Et vous savez, il y a une clé très importante. Et ça les citoyens le savent, de quelque origine qu'ils soient, de quelles conditions sociales qu'ils soient. Quand on va à Bordet, à Saint-Pierre, à Bruckmann et à l'hôpital des enfants, peu importe ce qu'on gagne, peu importe d'où on vient, on est soigné de la même façon par des grands professeurs d'université. C'est ce modèle-là qu'il faut aujourd'hui défendre et arrêter de vouloir faire des économies sur les soins de santé, mais investir massivement parce que c'est notre bien le plus précieux. Oui, mais Philippe Claus, parfois enfin dit, pour un pays aussi développé que la Belgique, comme d'autres pays européens, on en arrive à décrier le manque d'équipement, le manque de masques, le manque de tests, on parle même de pénurie de certains médicaments vitaux pour lutter contre le coronavirus, mais quand même, dit... Alors, est-ce que vous avez une explication? Parce que moi, je n'en ai pas. Oui, moi, je l'ai. Je l'ai, qu'on a coupé dans les soins de santé pendant 5 ans. Les stocks de masques qu'avait constitué le Red Onkelings avant, pour le syndrome du H1N1, si vous vous souvenez, ce virus qui venait aussi de Chine, qui était compliqué, ils ont été détruits. Ils n'ont pas été renouvelés. On aurait eu 5 millions de masques, qui n'est pas assez, mais qui aurait permis de vivre les premiers mois sans angoisse. Donc, il y a une chose que les gens doivent comprendre. La santé, ça coûte très cher. Surtout pour les personnes les plus âgées. C'est dans les 5 dernières années de sa vie que ça coûte le plus cher. Donc c'est un choix politique que maintenant on regrette. Parce qu'il faut changer de politique. Je vais dire très clairement, tout le monde le sait pour le Parti Socialiste, les soins de santé et la sécurité sociale, c'est pour ça qu'on existe. Nous sommes toujours battus pour qu'on finance largement les hôpitaux. Bah oui, il y a eu d'autres choix, le PS, tout le monde le sait, est dehors. Est-ce qu'il y a des responsables politiques qui doivent rendre des comptes après? Aujourd'hui, pas maintenant, mais après la crise, voilà, bien sûr. Mon objectif n'est pas d'avoir une voix dissonante. Je n'oublie rien. Je continuerai à me battre pour mes hôpitaux publics, parce que depuis toujours, ça fait partie de mon engagement politique de se battre pour Saint-Pierre et Bruckmann, et l'hôpital des enfants et Bordet. Je n'oublie rien, mais le moment est à l'unité. Mais en même temps, je ne suis pas naïf. Et il ne faudra pas qu'on nous présente le même modèle après cette crise, parce que ce modèle ne marche pas. On a besoin de solidarité. Regardez les actions qui se passent dans les quartiers. Moi, il y a un club de foot que je soutiens depuis des années, qui est un Essence 25. Ces jeunes, ils n'avaient plus de boulot, ou ils ne pouvaient pas y aller, ils étaient mis en disponibilité. Ils se sont regroupés, ils ont récolté des colis alimentaires, et on pourrait peut-être en parler 2 secondes sur les dons aussi pendant le mois de Ramadan. Et ils ont fait une action positive. On a besoin de solidarité. Il faut que la solidarité redevienne le cœur de notre projet de société. Alors, un mot par rapport à cette solidarité dans sa forme de don, par exemple. Mais voilà, donc on sait que pendant le mois de Ramadan, c'est important aussi d'avoir ce moment de charité, ce moment de don. Extrêmement important. J'en parlais encore dans les maisons de quartier hier que je rencontrais, où ils préparaient des petits gâteaux, des choses comme ça. Ne donnez pas de la nourriture préparée. Adressez-vous à une association dans laquelle vous avez confiance. Comme je dis un peu, il vaut mieux que vous donniez la moitié de ce que ça vous a coûté de préparer, mais une association qui va le redistribuer. On a rouvert des distributions de nourriture près de la gare centrale pour les sans-abri. On a rouvert dans plus de 500 nouvelles places pour des migrants, des sans-abri sur la ville de Bruxelles. C'est plus de 1000 places qui sont réunies pour cela. S'il vous plaît, donnez comme ça. Ou alors donnez de la denrée non périssable. Si vous préparez un plat et que vous le déposez à côté, au niveau sanitaire, c'est mauvais. Alors je sais que souvent on se dit, je prépare un plat pour la famille, je vais faire un peu plus pour les nécessiteux. Ici, ce ne sera pas possible. Il y a même un risque de contagion. C'est très dangereux de transmettre. On n'arrive pas encore à mesurer, mais qui existe. J'ai une mosquée du quartier Annessens qui a décidé, l'imam lui-même, il va aussi porter des colis. Alors que d'habitude, il préparait à manger dans la mosquée pour après les prières. Et il a compris le danger. Donc, même s'il y a des salles très grandes, il faut pas, vous ne devez pas faire de distribution de nourriture près de chez vous. Est-ce que les fidèles de mosquées, les responsables de mosquées ont été compréhensibles, selon vous, après la fermeture des mosquées? Moi, je dois dire qu'il y a une maturité chez les responsables de mosquées. Bon, on les connaît depuis des années à la ville de Bruxelles. Extraordinaire. Il n'a pas eu besoin d'argumenter. Ils sont en contact permanent avec nous. Encore hier, mon collègue Ahmed El Tibi a fait un peu le tour pour cette distribution de nourriture. Il y en a 2 qui vont travailler sur des colis alimentaires, dont une qui est située près du Petit Château,
pour aider un peu les réfugiés qui sont là, les demandeurs d'asile, mais les autres ont compris et font passer le même message que moi auprès de leurs fidèles, qui est de dire faites un don à une association dans laquelle vous avez confiance et eux vont se charger de répercuter cette charité en donnant des colis alimentaires. Il y a une couche sociale qui est très défavorisée par rapport à ce coronavirus, ce sont les sans-papiers. Philippe Claus, je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée comment... Nous, on vive cette période de confinement? Très très difficile, mais on a ouvert plus de 500 places en collaboration avec la région sur le territoire de la ville de Bruxelles. Donc vous devez savoir que sur les plus de 3000 places réservées aux demandeurs d'asile, aux sans-papiers, aux transmigrants, aux sans-abri en général, il y en a 2400 qui sont sur le territoire de la ville. Moi je dis aussi que là, il va falloir réfléchir à un plan de répartition. On ne peut pas avoir des communes comme la ville de Bruxelles qui accueillent tout le monde, dans des territoires parfois très très denses, et avoir des communes de deuxième couronne où là, c'est pas difficile de respecter la distanciation sociale tellement il n'y a pas de densité de population. Il faut de la solidarité par rapport à ça. Et donc nous avons pris notre part, nous sommes en contact permanent avec les associations, SAMU Social, Plateforme Citoyenne et toutes les associations qui s'occupent de sans-abri. On a fait un gros boulot, mais après il faut réfléchir à une solution d'abord globale, ça c'est un autre débat, où là on a un problème avec le gouvernement fédéral, et aussi une solution de répartir sur le territoire régional l'aide. Peut-être mes deux dernières questions. Est-ce que notre personnel de santé, surtout celui de la ville de Bruxelles, est bien protégé maintenant comparé au début de l'épidémie ici? Honnêtement, j'ai des réunions quasi quotidiennes sur le matériel qui est là. Aujourd'hui, on a bénéficié de beaucoup d'aide par rapport à cela. Oui, dans nos hôpitaux, et maintenant, enfin, oui, dans nos maisons de repos. Les maisons de repos qui dépendent du CPS de Bruxelles. Donc, pas les maisons de repos privées, puisque ça, je ne les gère pas, mais il faut continuer à acheter. On va commander des masques pour tout notre personnel, au-delà du personnel de santé, des masques en tissu. Si vous savez fabriquer des masques aussi chez vous, n'hésitez pas à le faire, on en aura de plus en plus besoin. On va passer par le port du masque, c'est clair. Pourquoi des masques en tissu? Parce qu'ils sont réutilisables. Les gens n'ont pas toujours les moyens d'acheter tous des masques chirurgicaux. On va commander aussi des masques chirurgicaux. Et moi, j'ai décidé d'avancer population par population. Puisque si je devais commander 350 000 masques, je ne les aurais pas la semaine prochaine. Donc, cette semaine, j'ai écrit aux seniors, les gens de 65 ans et plus, pour leur dire que s'ils n'avaient pas de masque, la ville leur en fournirait gratuitement. Oui, mais parce qu'on parle de la levée de confinement et de l'obligation de porter le masque dans les transports en commun. Mais s'il n'y a pas de masque, comment on va faire? Mais il y en aura. Donc ça va être notre boulot. Rudy Vervoort travaille là-dessus, les communes travaillent dessus. C'est pour ça qu'on va utiliser le masque réutilisable. Vous savez, c'est un masque qui est certifié par l'hôpital Saint-Pierre. Il ne protège pas un médecin qui serait dans une unité Covid. Évidemment, c'est un masque différent pour quelqu'un qui va dans le transport en commun. Ce n'est pas le même degré de protection. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir un masque, maintenant que tout le monde connaît le nom, FFP2, pour vous promener dans le transport en commun. Ce sont des masques vraiment dans des zones extrêmement infectées. Vous avez cité Rudy Vervoort, je rappelle qu'il est à la tête de la commission du Conseil régional de sécurité. Est-ce que vous travaillez comment vous travaillez avec la région? Tout le temps, on se réunit entre bourgmestres, on essaie d'avoir les mêmes décisions par rapport à ça sur le territoire. Par exemple, une question a été beaucoup l'ouverture des restaurants. Vous savez qu'ils peuvent livrer en takeaway. Justement, alors, quand est-ce qu'on va ouvrir ces restaurants? 22h30, il faut fermer le volet. Donc il y a eu de dire, mais ils peuvent ouvrir les heures habituelles, ça n'est pas gérable. Et les commerces alimentaires également devraient être fermés à 18h ou à 22h? Non, ils peuvent fermer un peu plus tard. Mais le restaurant, si vous voulez commander, c'est avant 22h, parce que je sais que des plateformes de commande disent non, c'est toute la nuit. Ça n'est pas vrai. J'ai signé une ordonnance dans ce sens. Et mes collègues vont le faire aussi dans les autres communes. 22h30, votre volet doit être fermé et vous ne pouvez plus avoir de personnel dedans. La cuisine doit être lavée. Ramadan par Ramadan. Ramadan par Ramadan. Désolé, c'est une mesure de santé publique aujourd'hui. On s'est battu pour qu'il puisse y avoir du takeaway, parce que c'est important aussi pour les emplois qui sont dedans. Mais on doit mettre une règle à 22h30. Vous devez finir. Peut-être une petite chose encore. Je sais que souvent, et c'est normal, après l'iftar, les gens ont besoin d'aller se promener parce qu'ils ont besoin de digérer. C'est normal. Faites attention. C'est le moment à risque. Vous allez retrouver des voisins, des gens que vous n'avez pas vus depuis un mois. Faites attention dans cette petite promenade. Si vous avez la chance de pouvoir la faire vraiment devant votre maison, juste à côté, restez dans un quartier. On a sensibilisé les forces de l'ordre au fait qu'il allait y avoir plus de monde vers 22h30, mais ce n'est pas pour ça que ça doit devenir un grand lieu de rassemblement. Surtout respecter la distanciation. Respecter la distance, qu'elle soit courte et qu'elle soit à proximité de chez vous. Vraiment, c'est important. On parle beaucoup d'une application que vous devez mettre sur le marché, qui a un problème de communication, bien de coordination entre les 3 régions, une application de prévention du Covid. Et de droit aussi. Hein. Donc attention, on ne peut pas pister tous les citoyens. Il faudrait pas chaque région aura sa propre application. Non, ça je ne crois pas. Il y en aura une seule, mais on va voir
comment elle va fonctionner. Donc on n'est pas encore clair là-dessus parce que les expériences qui ont eu lieu par exemple à Singapour, ça n'ont pas été vraiment concluantes parce que c'est sur une base volontaire qu'on s'inscrit. Quand vous avez 15-20% de la population qui s'inscrit, bah, c'est pas relevant. Donc on est encore en train de travailler, mais je vous rappelle qu'il ne faut pas non plus que notre état de droit disparaisse. On a des libertés qu'on doit défendre aussi, qu'il y ait le coronavirus ou pas. Alors il y a des gens, ce serait ma dernière question, il y a des gens qui travaillent, qui luttent au quotidien contre le coronavirus, et vous devez leur donner une note. Le personnel de santé, de sécurité, le personnel de nettoyage, les gens qui sont en première ligne. Bah, écoutez, évidemment que j'en donne 10 sur 10. Je pense, par exemple, toujours, à côté des médecins, des infirmières, des balayeurs et tout, au personnel de l'usine du linge du CPS. C'est une usine qui est là. Sans ça, les hôpitaux ne fonctionnent pas. C'est eux qui lavent les blouses, qui lavent les draps. Ce sont des gens qui, tous les jours, sont dans des unités où il fait 40, 45 degrés en train de laver. Ces gens n'ont jamais arrêté, pas un jour. Les cadres, les ouvriers, les employés, tout le monde s'y est mis pour rassurer la logistique des hôpitaux. Moi, ce que je trouve beau, c'est la solidarité qu'on a développée dans Bruxelles avec cette maladie. Je sens une solidarité et c'est important parce que c'est ce qui est aussi important que la santé, c'est la solidarité qui existe entre nous. Une note que si vous devez donner à Sophie Willems. Oh, pour l'instant, écoutez, je pense, les politiques, on n'a pas besoin d'être cotés pour l'instant. Sur la façon, je pense qu'on essaie de coordonner, on doit montrer à la population qu'on est responsable. Et comme je vous l'ai dit, j'ai sans doute des critiques, je les garde pour moi. Aujourd'hui, on a besoin d'unité dans notre pays et de vaincre ce virus tous ensemble. Maggie Debloc, la ministre de la Santé. Je ne le noterai pas. Voilà, je ne noterai pas mes collègues politiques. Ce n'est pas le moment de faire les bilans, de rentrer dans une politique politicienne. On doit vaincre ce virus ensemble. J'ai mon idée, mais le débat sera pour la rentrée. Très bien, c'était Philippe Claus, bourgmestre de la ville de Bruxelles. Juste un petit résumé, donc رئيس البلديه ديال بروكسل جاي يقول بان في هذا الشهر ديال رمضان كينصحكم باش الناس خاصه الجاليه المسلمه يبقاو في ديورهم، يعني يفطروا غير مع العائلات ديالهم، يعني ماشي يقول لك نعرضوا على الناس ان الخطر اكبر وخطر الخطر ديال العدوى. وكيقول لك ايضا الناس اللي يمشوا يتقضاو في المحلات التجاريه ما يمشوش اخر لحظه كما كنديروا دائما، نمشيو تيقرب المغرب الواحد ياخذ الوقيته ديالو الحوانت كاملين ولا ريستون غادي يبلعوا مع 10:30 ديال الليل. وكيهنئكم بهذه المناسبه بحلول شهر رمضان. Je rappelle que vous les avez félicités pour ce nouveau Ramadan. Un dernier mot, Philippe Claus, avant de clôturer cette émission. Il faut quand même que vous viviez ça comme un moment important. Donc c'est pas parce qu'il y a ces comptes. Je l'ai dit au début quand j'ai voulu leur souhaiter Ramadan Mabrouk. Je pense que c'est un moment important. Et vous allez le voir, vous allez le vivre différemment, mais je suis convaincu que vous allez bien le vivre aussi, parce que vous allez continuer à faire confiance au personnel des hôpitaux et à réussir à ce qu'on sorte de ce cauchemar dans lequel on est depuis un mois. Philippe Claus, bourgmestre de la ville de Bruxelles, merci. وأنا أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج مساء الخير بروكسل. Bonsoir Bruxelles. مع السلامة.